Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue Blockchain et crypto-paiement. Je suis Michel Kazaka, fondateur de ValueChain, un cabinet de conseil spécialisé dans la blockchain, les paiements et les crypto-paiements. Comme d'habitude, je vous rassemble chaque semaine une récolte des informations de l'écosystème blockchain, paiement et crypto-paiement, et je commence par une première information concernant l'Ukraine. Comme vous le savez, malheureusement, l'Ukraine est en train de subir une guerre avec la Russie. Dans ce contexte d'instabilité mondiale, les cours financiers, les cours des actifs ont subi des fluctuations et de la volatilité énormes. Ça a aussi impacté le cours du Bitcoin, entre autres. L'Ukraine, elle était aux contraintes de limiter les retraits en Ukraine à des montants plafonnés à 3 000 € par jour. Ce capital control a pour objectif de limiter la fuite des capitaux de l'Ukraine vers l'étranger. Et c'est dans ce même contexte-là que des dons ont été acheminés vers l'Ukraine pour aider l'Ukraine. Selon la source elliptic.co, 51 millions de dollars ont déjà été acheminés vers l'Ukraine en tant que dons, des dons pour soutenir l'Ukraine dans ce contexte. Et ces 51 millions de dollars se découpent entre des aides vers le gouvernement ou des aides vers des NGO, des organisations non gouvernementales. Et on voit bien la fréquence avec laquelle les dons sont en train d'arriver et c'est en train de s'accélérer. Donc depuis le début de ce conflit-là, à date, nous avons 51 millions de dollars environ en termes d'aide. D'ailleurs, pour rappel, juste avant le début de la guerre, le Parlement ukrainien a voté une loi pour réglementer l'écosystème des cryptoactifs, et donc l'émission et la conservation des cryptoactifs, exactement comme nous l'avons ici en France avec la loi PSAN et la loi ICO. Cette loi-là, elle était censée dynamiser l'écosystème crypto en Ukraine, qui est un domaine émergent, mais très dynamique. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on voit que les dons sont en train d'être acheminés. Dans cette même dynamique, des fondateurs comme Polkadot, ou bien le fondateur par exemple de Binance, Changpeng Zhao, CZ, connu sous cet acronyme, lui aussi il a fait parvenir un don de 10 millions de dollars, l'équivalent de 10 millions de dollars, donc pour des aides en Ukraine, et en plus il a créé un fonds, un Binance Fund, pour faire du crowdfunding et aider donc les associations et les NGO en Ukraine dans ce contexte de guerre. Dans ce même contexte, CZ, donc le fondateur de Binance, il a refusé de bloquer l'usage de sa plateforme dans le pays qui est en train d'agresser et d'envahir l'Ukraine, en Russie. Donc Binance a refusé de bloquer son service en Russie en prétextant que la blockchain, elle n'est pas censée faire du censorship. C'est un service pour tout le monde, c'est un service pour tous les citoyens, y compris des citoyens russes. Elle ne fait pas de distinction entre citoyens ukrainiens et citoyens russes. Ceci dit, il se peut qu'il y ait des contraintes réglementaires pour bloquer les actifs et les assets de certains comptes. Donc, se pose ici la question de la promesse de la blockchain et la promesse, par exemple, des blockchains publiques de type Ethereum, aussi Binance, au Bitcoin, contre le censorship. Quel que soit notre avis sur le besoin de faire ce censorship et d'être conforme à certaines réglementations, ici Binance elle a fait un choix de refuser. Sur d'autres blockchains, il est impossible de faire ce censorship-là, comme sur Bitcoin, étant donné qu'il n'y a pas un fondateur identifiable, qu'il n'y a pas une entreprise qui gouverne et qui gère cet écosystème. En conclusion, nous voyons bien que ce conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, il a été plutôt positif et favorable pour l'écosystème blockchain et crypto. Il a, malgré la fluctuation du taux de Bitcoin et des autres cryptoactifs, on voit bien que le cours il a remonté, que l'usage il a été plutôt renforcé, et donc du coup on voit aussi que la blockchain elle a démontré encore une fois son utilité, notamment dans des cas de conflit comme celui-là. Les dons ont été acheminés d'une façon instantanée, donc au lieu d'attendre plusieurs jours et plusieurs semaines à transférer et à transiter par des systèmes interbancaires lents et vieillissants. On voit bien aussi que ces dons-là ont été acheminés d'une façon ciblée, directe, très rapide, contre la censure, y compris côté russe. Donc les Russes ont pu fuir vers des actifs en crypto-monnaie ou en crypto-actifs simplement, pour essayer eux aussi d'échapper donc à la censure mondiale ou à l'embargo contre la Russie. Donc on voit bien que l'écosystème blockchain, d'un côté, est un nouveau rail, est un rail supplémentaire, est un plan B pour l'écosystème financier, quelles que soient les conditions de conflit ou de paix, et il démontre encore sa valeur, notamment pour des cas humanitaires et sociaux. Après avoir parlé de l'Ukraine et de la Russie, parlons maintenant du Salvador. Je remercie mon ami Richard Détente de Grand Angle Crypto, qui a interviewé un responsable du gouvernement au Salvador, qui était en passage ici en France, et cette personne, c'est une femme, elle s'appelle
Monica Taher. Monica Taher, elle est Technological and Economic International Affairs Director at Government of El Salvador. Donc Monica Taher, c'est un membre du gouvernement du Salvador qui est en charge de la mise en place du Bitcoin comme monnaie légale, de la mise en place des crypto-paiements, de l'acceptation de cette monnaie légale dans les moyens de paiement, mais aussi dans le développement de l'écosystème blockchain, Web 3.0 et de l'économie, on va dire, moderne. Je vous invite à aller voir l'interview dans son intégralité. Elle s'intitule « Elle se bat pour son pays », Monica Taher. Sa mission, c'est de transformer le Salvador en Silicon Valley. Et moi, je dirais en crypto-Silicon Valley. Monica rappelle que dans le Salvador, 70% des Salvadoriens ne sont pas bancarisés. C'est un taux énorme de personnes non bancarisées. Et c'est l'une des principales raisons pour laquelle le Salvador il a choisi le Bitcoin comme monnaie légale. Et donc pourquoi le Bitcoin et pas le colon ou une autre monnaie? C'est parce que Bitcoin est une monnaie, déjà, pour Monica Taher, c'est ce qu'elle a dit dans son interview. Déjà, c'est une monnaie parce qu'elle a cours légal dans son pays, mais c'est une monnaie parce qu'elle a aussi les attributs d'une monnaie, même si ça fait débat entre les banquiers centraux et les autres économistes. Et donc elle a rappelé que nous ne voulions pas aller vers le passé, nous voulions aller vers l'avenir. Et l'avenir signifie les crypto-monnaies. Alors pourquoi elle a dit ça? Le Salvador, il avait une ancienne monnaie, c'était le colon, qui avait perdu de sa valeur, et ils ont perdu donc le pouvoir d'émettre de la monnaie parce qu'ils ont choisi le dollar, c'était un pays qui avait comme monnaie légale le dollar, jusqu'à ce qu'à un moment, le président il décide de basculer vers de la crypto-monnaie, parce que pour eux, ils ne voulaient pas revenir vers une monnaie sur laquelle ils avaient eux-mêmes le pouvoir pour émettre, ils voulaient plutôt aller vers l'avenir et embrasser en gros la révolution blockchain et l'adopter. Et donc pourquoi ils ont dit ça? Elle a rappelé que les pays impriment aujourd'hui de la monnaie, encore et encore ils impriment de la monnaie, et ça ne résout en rien le problème. Au contraire, ça crée des problèmes supplémentaires, ça cause des inflations, et ce n'est pas en train, et ça ne réussit pas à réduire d'un côté l'inflation, à soutenir l'économie, et à soutenir le développement économique d'un pays émergent. C'est quand même impressionnant de voir qu'aujourd'hui au Salvador, si vous entrez dans un McDonald's, dans un Starbucks ou dans un centre commercial pour acheter un foulard par exemple, vous pouvez tout payer en Bitcoin. Et ça c'est possible grâce au Lightning Network qui permet de faire des micro-paiements en Bitcoin. Alors sur la question au sujet de la volatilité, elle a répondu que oui, il y a une forte volatilité, mais en même temps, il y a des avantages en tant que réserve de valeur. Il y a aussi un très grand travail d'éducation et d'accompagnement dans l'adoption de la population de cette nouvelle monnaie et des solutions qui vont avec. Mais elle a rappelé que la volatilité, même si ça peut être un problème, elle est aussi un avantage, c'est que c'est une réserve de valeur, elle va permettre aux Salvadoriens donc de stocker de la valeur dans le temps, d'investir dans les crypto-monnaies, parce que c'est vrai qu'en moyenne, chaque 2 ans, Bitcoin, il double en gros de valeur en termes de pouvoir d'achat pour plein de raisons. En dressant le bilan donc de ce choix, qui est courageux, unique au monde, aujourd'hui ils font le bilan qu'à peu près 300 crypto-entreprises ont choisi de venir et s'installer dans le pays, en Salvador, ce qui va créer donc un écosystème de crypto, mais pas que dans le domaine de la crypto, dans l'innovation en général et dans les investissements. Et c'est là où elle cherche à créer une Silicon Valley au Salvador pour l'écosystème blockchain. Et pour combattre la volatilité, le Salvador, il cherche aussi à émettre sa propre monnaie numérique de banque centrale, sa MNBC ou CBDC en anglais, donc c'est un stablecoin. On n'a pas encore plus d'informations sur les dates de sortie, sur quoi il va être adossé. On peut même rêver qu'il soit adossé lui-même à du Bitcoin, parce qu'on peut créer, comme sur Ethereum, on peut créer des stablecoins qui ne sont pas adossés à du dollar, qui sont collatéralisés avec de la crypto-monnaie aussi, donc full on-chain. Pour ça, je vous invite à aller consulter ou à aller voir ma formation qui dure à peu près 6-7 heures sur tout ce qui est blockchain et crypto-paiement, pour tout comprendre sur les monnaies numériques de banque centrale, les stablecoins aussi. Mais en gros, aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations publiques sur où est-ce qu'ils en sont sur leurs expérimentations. Mais en tout cas, ils ont déjà prévu de voter des lois pour permettre l'émission de cette nouvelle monnaie numérique de banque centrale. Dans l'interview, Monica Taher, elle a rappelé que le choix du Bitcoin comme une monnaie légale n'était pas une fin en soi, ce n'était que le début, c'est le tip of the iceberg, c'est le sommet de l'iceberg, et parce que ce qu'ils cherchent, ce n'est pas seulement Bitcoin, mais c'est l'adoption du Web 3.0, d'une loi pour les DAO, les Distributed Autonomous Organizations, ce qui permet de créer donc des entreprises distribuées elles-mêmes, qui n'ont pas
point central d'échec, central point of failure, c'est comme ubériser Uber, quoi. C'est comme Uber sans Uber. Tout est automatisé sur l'Internet de demain, donc la blockchain et le Web 3.0. Et aussi l'adoption de la DeFi. Donc je ne parle pas ici seulement des bons, des volcano bonds, mais de l'adoption de la DeFi dans l'écosystème financier du pays. On le voit bien, c'est tout un programme courageux, ambitieux, et qui crée les envies. Donc du coup, sur une question, c'est qui les pays après le Salvador qui peuvent adopter la blockchain officiellement, elle a mentionné le Mexique, donc des dirigeants du Mexique qui sont venus les rencontrer au Salvador parce qu'ils ont des projets similaires, y compris du pays du Paraguay, ou même des États américains comme l'Arizona, qui est très concentré sur ce genre d'innovation blockchain et crypto-paiement. Donc on ne sait pas c'est qui le pays qui va suivre le Salvador pour choisir le Bitcoin comme monnaie légale ou accepter officiellement le Bitcoin dans les paiements, mais en tout cas elle a mentionné ces 3 pays-là qui étudient des projets très similaires. Richard Détente aussi, donc en tant que crypto, il travaille beaucoup avec Sébastien Gouspillou de Big Block qui font du minage et justement ils font du minage au Salvador avec le sponsorship du gouvernement et donc ils ont parlé du sujet du minage propre grâce à l'énergie géothermique de volcans avec l'entreprise française Big Block, donc c'est une fierté française d'avoir un des leaders mondiaux du minage qui en plus ils sont très innovants parce qu'ils n'utilisent que de l'énergie renouvelable, que de l'énergie propre, que de l'excès de l'énergie, donc ils ne surconsomment pas. Au contraire, ils évitent le gaspillage de cette énergie-là. Et donc on voit bien que le minage, avec du proof of work, il a encore sa place, il est encore très rentable, et il est essentiel pour la sécurité des blockchains publiques aujourd'hui. La dernière information nous permet de faire la transition avec cette information-là, qui nous vient de l'Europe cette fois-ci, avec le vote de la loi MiCA. Pour rappel, MiCA, c'est Markets in Crypto Assets. C'est une nouvelle réglementation européenne qui est toujours en cours de discussion, qui est très semblable à la réglementation française de Visa PSAN, Visa ICO, mais qui va la rendre au niveau européen. Donc il va permettre de réguler l'écosystème blockchain et crypto en Europe, avec une règle de base, un concept, un principe de base qui dit même risque, même règle, ce qui veut dire une chaussure à taille unique pour toutes les petites entreprises et les très grosses banques, ce qui est dommage, mais en gros, ça va donc freiner un peu l'innovation, mais malgré tout, ça va ramener de la sécurité, ça va ramener de la crédibilité à un écosystème, en tout cas on l'espère. Donc l'Europe, avec cette loi, est en train de devenir presque un leader mondial dans la réglementation, alors que les États-Unis est en train de devenir le leader mondial tout court, sans trop de réglementation, et la Chine, elle est en train de devenir un leader régional, avec un très fort sponsorship de l'État. Donc voilà, l'Europe, elle a fait un chemin très particulier, c'est de réglementer et pas trop d'innover, donc de ne pas trop investir et de ne pas trop sponsoriser de très grands projets de licorne européens mondiaux. C'est dommage. Et donc là, l'information que nous avons aujourd'hui, comme nous parlions tout à l'heure du minage avec Big Block au Salvador grâce à l'énergie renouvelable et grâce à l'énergie thermique, géothermique des volcans, en Europe, on était en train de partir à contresens de l'histoire en disant qu'il faut bannir et interdire le minage par preuve de travail, soi-disant parce qu'il est énergivore, sans aucune comparaison avec ce que l'écosystème des paiements consomme comme énergie et combien il pollue déjà lui en soi. Donc en gros, la bonne nouvelle relative, c'est que ce vote, il a été retardé, donc il a été annulé, il a été retardé, on n'a pas encore une date pour ce nouveau vote-là, j'espère qu'il n'aura pas lieu, parce que aujourd'hui, la preuve de travail, c'est la pierre angulaire de toute la sécurité de tout l'écosystème blockchain, malgré le fait que des preuves d'enjeu sont en train d'apporter des solutions, on va dire, pour accélérer, elles ne sont pas suffisantes pour remplacer la sécurité du preuve de travail. D'ailleurs, dans l'écosystème Bitcoin, par exemple, l'arrivée de Lightning Network se base sur l'existence, sur une couche plus profonde qui est la Layer 1, de preuve de travail, en rajoutant une couche 2 qui est beaucoup plus rapide, qui nécessite la consommation de moins d'énergie. Pareil sur Ethereum. Ethereum essaye de basculer maintenant vers le Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. En revanche, il a du retard de plusieurs années dans cette bascule parce qu'il est très difficile de remplacer une sécurité apportée par la preuve de travail. Sachant que la preuve d'enjeu, elle apporte un niveau de sécurité inférieur, qui reste acceptable, qui reste très bon, mais qui reste inférieur au niveau de sécurité des preuves de travail. Encore une fois, je vous invite à aller voir la formation
blockchain et crypto-paiement pour comprendre tous ces principes et leur fonctionnement et leurs avantages. Après les informations de l'Ukraine, de la Russie, du Salvador et de l'Europe, passons maintenant aux États-Unis avec eBay. eBay qui, au préalable, ne souhaitait pas du tout accepter des paiements en crypto et semble-t-il en train de changer d'avis. Aujourd'hui, eBay est en train de traiter en paiement 85 milliards de dollars par an. Donc avec ce montant énorme, eBay propose plusieurs moyens de paiement et innove dans ce domaine. Donc elle a commencé à accepter par exemple Apple Pay, Google Pay, elle a accepté maintenant des systèmes de Buy Now, Pay Later, et elle est ouverte, semble-t-il, à l'acceptation des paiements en crypto, en Bitcoin. Alors pourquoi? Déjà, ils ont constaté, donc le président Jamie Dimon, il a constaté que sur eBay, les gens sont en train déjà d'acheter et de vendre des NFT, des non-fungible tokens. Donc c'est à la différence d'une crypto-monnaie qui est fongible ou d'un dollar qui est fongible. Un dollar est égal à un autre dollar. Le NFT, le non-fungible token, par principe, est un cryptoactif qui n'est pas égal à son équivalent parce qu'il est unique. Donc ça peut être une photo, ça peut être une œuvre d'art, ou ça peut être juste un objet digital, une arme dans un jeu, ou un véhicule blindé, ou une voiture de course dans un jeu. Voilà. Aujourd'hui, Jamie Dimon, il va faire des annonces le 10 mars dans un événement mondial d'eBay. Il se peut qu'il y ait une annonce d'ouverture vers l'acceptation des crypto-paiements. Ça reste un événement important dans le domaine des crypto-paiements parce que si quelqu'un comme eBay commence à accepter les paiements en crypto, ça va faire une vague énorme dans l'adoption et dans la circulation des cryptos qui ne va plus rester dans le domaine de la réserve de valeur, mais qui va aussi faire augmenter sa valeur en réalité. Aujourd'hui, tous les commerçants qui ont testé l'acceptation des cryptos, comme Apple, comme Microsoft, comme Zalando, pour ne citer que quelques-uns, ont sorti des retours sur investissement importants, des augmentations du panier moyen, et donc c'est un lieu de croissance de l'écosystème blockchain qui est très très important dans les prochains mois à venir et années à venir. Et dans la dernière information de la revue de cette semaine, de blockchain et crypto-paiement, nous allons parler d'un géant, d'un des GAFA, c'est Google. Google qui avait banni les publicités autour des cryptos sur ses plateformes, il a changé d'avis et il a donc créé une division blockchain au sein de Google qui est présidée par personne d'autre que le vice-président donc de Google, Shivakumar Venkataraman, donc qui est un ingénieur et vice-président de Google. Alors pourquoi c'est une information très importante? Parce que l'objectif de cette division, elle est dans un laboratoire de recherche qui a travaillé sur des innovations très importantes de Google et qui a pour objectif maintenant, sur le projet Next-Gen Blockchain, de travailler sur les blockchains, des Distributed Ledger Computing et aussi du Data Storage Technologies. Alors c'est intéressant parce que dans ce titre-là, on parle des blockchains, on parle des DLT, qui sont les registres distribués ou les technologies de registres distribués, qui est un surensemble des domaines du blockchain. Pour comprendre la différence, je vous invite à aller voir soit le glossaire publié par France Payment Forum, sur lequel j'ai aussi travaillé avec toute une équipe du groupe de travail GT Crypto Paiement, ou aussi la formation blockchain et crypto paiement sur mon site de Value Chain. Donc en gros, ils vont rechercher sur des blockchains publics et des blockchains privés, des blockchains avec des cryptoactifs et des crypto-monnaies, avec un système de minage et un système de validation par des nœuds distribués, et un système plutôt centralisé, on va dire décentralisé mais pas distribué, qui sont les DLT, qui n'ont pas forcément une crypto-monnaie dans leur consensus, mais qui permettent de travailler sur des smart contracts, et donc d'automatiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont parlé aussi des data storage. Et data storage, c'est une fonctionnalité très difficile sur les blockchains, parce qu'une blockchain, elle n'est pas faite par conception pour stocker de très grandes quantités d'informations. Elle est faite pour stocker des données de transaction, ce qui est différent par rapport à la quantité de données de streams vidéo, d'archives, etc. Et aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs solutions sur blockchain pour stocker des quantités énormes de données en pétaoctets, pour ne pas dire des téraoctets, des pétaoctets. Donc en gros, des solutions comme Storj, comme Siacoin, ou comme IPFS, ou Filecoin, comme d'autres. Et donc il est intéressant de voir que Google s'intéresse aussi à cet aspect-là de la blockchain. Et donc c'est clair que la révolution Web 3.0 est en train de conquérir Google aussi, d'une façon assez forte et à très très haut niveau. Et on remarque aussi que même dans le domaine des paiements et des crypto-paiements, Google devient beaucoup plus proche aujourd'hui de l'acceptation des bitcoins, des crypto-monnaies, en gros l'adoption des crypto-paiements, qui sont les moyens de paiement en crypto-monnaie.
Elle a déjà fait un partenariat avec Coinbase et un autre partenariat avec BitPay, qui sont tous les deux des exchanges qui permettent d'avoir des cartes de paiement qui font le pont entre les paiements fiat, les paiements électroniques classiques, et les paiements en crypto. Alors ça permet à des utilisateurs de Google Pay de pouvoir payer avec une carte dans laquelle il n'y a pas un compte bancaire derrière, mais plutôt il y a un compte crypto derrière. Ça ne veut pas dire que Google accepte déjà des transactions en crypto, ça permet de dire qu'elle passe par des fournisseurs et des partenaires pour le faire. Donc en conclusion, nous voyons bien que l'écosystème est en train de se mettre en place pour permettre à des grands groupes comme Google ou comme eBay de commencer à accepter des crypto-paiements et commencer à adopter la technologie révolutionnaire blockchain. Avant de clôturer cette revue de cette semaine, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo si le contenu vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne de Value Chain, la chaîne YouTube, et à partager cette vidéo autant que vous souhaitez dans votre entourage pour tous ceux qui sont intéressés par la blockchain, les cryptos, que ce soit en termes de formation. Donc là, vous pouvez aller voir ma formation en ligne qui se trouve dans le lien, ou pour suivre les informations et les news de cet écosystème-là. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.